si on a un marché où il y a de la demande, je crois qu'il n'y a pas de souci à produire en Belgique. J'aime pas ce terme de sacrifice. Je pense qu'à un moment donné, on fait des choix et on essaye de faire au mieux. Je crois que c'est important d'être passionné, de dire que c'est possible d'être femme et CEO, que c'est possible d'être maman et CEO. Moi, en plus, c'est quelque part apporté. Je gère une PME, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le salon. Aujourd'hui, on accueille Amélie Maton, la CEO d'EcoStérile. EcoStérile, c'est le leader mondial du traitement des déchets médicaux. C'est une histoire de fou, c'est 20 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui, bientôt 100 employés. Amélie a commencé comme stagiaire dans la boîte, elle est devenue CEO. Pour vivre en Sarteville, on prend une vraie industrie, ils ont des hangars, des grosses machines et tout ça. On n'est pas dans la tech, on a une histoire incroyable à raconter. Comment être présent dans plus de 60 pays, comment passer de stagiaire à CEO, comment le Covid s'est passé pour eux, c'est un accélérateur de croissance de dingue, et comment tu gères une entreprise qui a 75 ans et qui a pivoté complètement pour devenir ce qu'EcoStérile est aujourd'hui. C'est une mission qui est très chouette, on a passé un moment incroyable. Il y a Abdella qui fait sa première émission aujourd'hui, c'était top. J'espère que vous allez aussi aimer comme nous cette émission. N'hésitez pas à liker, commenter, abonner, activer la cloche, ça nous aide de fou. Quand vous mettez qu'un bête commentaire, c'est comme si vous nous donniez 500 €, si ça c'est pas incroyable. Allez-y, faites-le, un grand merci, bonne émission. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le salon. Aujourd'hui, deux invités exceptionnels. La vraie invitée d'invité, Amélie, qui est la d'EcoStérile. Bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue chez nous. Et alors, Abdella. Bienvenue. Certains le connaissent, le roi du sales. Normalement, il est toujours avec Youssef. Ouais, C'est un duo. Bienvenue. Merci beaucoup. Toi, aujourd'hui, tu vas poser des questions sur quoi? Moi, ce sera plus sur le côté sales, donc comprendre un petit peu comment. Parce que EcoStérile, donc, vu qu'ils ont un produit quand même qui est assez particulier, voir un petit peu comment est-ce que ça se vend comparé à nous ici, vu qu'on a beaucoup de startups comme clients, etc., voir un petit peu les différences qu'il y a quand on voit un produit quand même à étiquette. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Très très beau. On est parti pour vraiment une discussion, aller en profondeur, voir un peu ce que c'est EcoStérile, c'est quoi la mission, comment Amélie, qui a l'air si jeune dans une boîte, qui a l'air si vieille, comment ce match fonctionne. Qui a l'air si vieille, c'est évidemment un hommage à l'artisanat et pas une remarque obligeante en début d'émission. Aucun souci. Mais vraiment. EcoStérile, Amélie, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi d'abord ? Alors, c'est une boîte qui est basée à Mons et qui fabrique et exporte des machines pour traiter les déchets médicaux. Et donc, ce sont des machines qu'on vend partout dans le monde, d'où l'aspect exportation et vente, et qui visent à désinfecter les déchets médicaux et à les recycler. Top. Tu peux nous donner une idée pour qu'on comprenne un peu la hauteur, grandeur de la boîte? Combien d'employés, quel chiffre d'affaires? La boîte a fêté cette année ses 75 ans. Donc, elle s'appelait dans le passé AMB pour Atelier Mécanique du Borinage. Donc, c'est quand même une reconversion. Le mettre en avant est important aussi. Une quarantaine d'employés, chiffre d'affaires autour de 25 millions d'euros cette année. Et ton dernier point était ? Je pense que c'est tout. Ou moi aussi, j'ai oublié un truc? Moi, je pense que c'est non, c'est ça. Ou peut-être maintenant voir un petit peu comment est-ce que vous êtes, comment vous avez pu faire la transition entre une entreprise qui travaille dans la mécanique à aujourd'hui, recycler du déchet médical. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour passer de business qui sont... Donc, le marché dans le passé était vraiment la sous-traitance en chaudronnerie en mécanique pour l'industrie minière, qui était très active. Donc, la boîte, comme je l'ai dit, est basée à Mons, dans le Borinage, plus spécifiquement. Et début des années 2000, il y avait vraiment ce souhait de, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos capacités et comment est-ce qu'on gère justement la pérennité de l'entreprise. Alors, moi, j'ai rejoint la boîte il y a 15 ans maintenant. Et c'était le début de l'identification d'un nouveau marché, qui était le marché du traitement des déchets hospitaliers, parce qu'on avait la capacité de fabriquer nous-mêmes ces machines. Alors, quand je suis arrivée, c'était surtout une boîte d'ouvriers, avec le fondateur à ce moment-là qui voulait lancer ce produit, mais beaucoup était à créer. Donc, j'ai commencé en créant le département commercial et en voyageant à l'étranger pour faire connaître et reconnaître la technologie. En même temps, on a ouvert un bureau à Montréal qui, lui, a sillonné l'Amérique du Nord et du Sud. Et donc, il y a eu toute cette diffusion de l'information, le fait de se faire connaître à l'international et surtout de précision du besoin du marché de manière à faire les machines qui répondaient le mieux. Tu peux nous dire, si on revient 15 ans en arrière, j'imagine qu'il y a une idée de business qui commence un peu à diminuer.
et dit ok, il faut un nouveau truc. Comment on identifie, tu vois, comment, avant même d'aller tester international, est-ce qu'il y a quel marché, mais d'où peut venir une idée comme ça? Et à l'époque, quelle est la croyance que ça va être un truc, une ligne de business en plus, ou que ça va complètement prendre le business, toute la boîte? Il y avait déjà cette conception donc, qu'on était en train de shifter et il y avait déjà des solutions dans le domaine de l'environnement qui avaient été mis en avant, donc des presses ou des cisailles et des éléments comme ça qui étaient déjà fabriqués. Mais à ce moment-là, on se dit plutôt que c'est une machine en plus qu'on va pouvoir mettre sur le marché. Et petit à petit, on se rend compte que le marché est tellement énorme. En fait, c'est partout, il y a des gens dans le monde. D'ailleurs, au plus il y a de densité de population dans une surface, au plus il y a des déchets médicaux qui sont générés et au plus il y a de potentiel pour nous. Et donc, voilà, à un moment donné, on arrive à saturation au niveau du hall ancien et on décide aussi à ce moment-là d'acheter un terrain sur le parc Initialis, qui est un parc dédié à la recherche. Et comme on fait beaucoup de recherche et développement, justement, sur ces aspects de recyclage ou bien de downgrading, upgrading de machines, eh bien, on s'installe sur ce hall-là. En 2013 et 2014, là, c'est juste le hall qui opère. En 2015, on déménage les bureaux. Ça, c'est aussi une belle étape. Et puis, en 2021, en 2020, on double la surface du hall et en 2021, on aménage des bureaux supplémentaires dans le nouveau hall, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment là qu'est le cœur de l'activité et on a aussi des bureaux à Bruxelles. Ok, donc tu es parti de... Vous avez déjà ce genre d'outils et des machines un peu proches, Ouais. donc il y a quelque chose. Et comment toi, tu été envoyé et tu es revenu un jour et tu as dit, les gars, je crois qu'il y a un marché de dingue. Tu vois, comment ça se passe? En fait, moi, au sortir de mes études, j'ai fait ingénieur commercial à la LSM. Avec une spécialisation en environnement. Et puis, j'avais envie de voyager et je souhaitais y associer un aspect professionnel. Et j'ai découvert le programme Explore de la WEX qui, justement, envoie des jeunes pour des boîtes wallonnes à l'étranger. Et en faisant un screening d'entreprise, je suis tombée sur AMB à ce moment-là. Et donc, tu es jeune à l'époque, au début, rien d'excitant, tu vois ça. Je sors de l'université, ouais. J'arrive, je pense que j'emprunte la voiture de mes parents pour aller, en effet, voir cette entreprise dans le Borinage. J'étais plutôt dédiée à aller dans un parcours habituel de consultance, de Big Four, de grosses boîtes. Et finalement, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ça peut être marrant. Et donc, c'est vrai que mon histoire, elle est plus de l'intrapreneuriat. Mais à ce moment-là, je me dis, je vais déjà faire mon stage, on verra ce que ça donne. Et puis, pendant mon stage, je fais ce stage à Montréal. Je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin. À ce moment-là, il y a l'ouverture de ce bureau aussi là-bas. Il y a le souhait quand même, il y a du potentiel, mais on n'a personne en interne pour le développer. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, on me propose de créer ce département commercial et en particulier de sillonner Asie, Afrique, Europe, parce que le bureau de Montréal, lui, s'occupe d'Amérique du Nord et du Sud et moi, je centralise. Voilà comment ça se fait. Je me dis, c'est sympa, je pense qu'au moins, ici, je serai utile. Je pense que quand je suis arrivée... je suis même pas sûre qu'il y avait une adresse email à tout le monde. Et le site internet, c'était Amebo pour atelier mécanique du borinage.be. Et voilà. Et je crois que ce qui est particulier et ce que je suis heureuse d'avoir fait aujourd'hui, c'est justement sortir des sentiers battus et me dire prendre le train pour aller à Jemap, suivre l'évolution de cette boîte. C'est assez excitant et intéressant. Grosse leçon pour tous les gens qui se lancent quand même, je trouve. Tout le monde veut rejoindre Airbnb, tu vois. Tout le monde veut rejoindre le Uber de je sais pas quoi, le truc sexy. Hein. Et il y a des boîtes qui, à l'époque, sans aucune, bien sûr, ont pas l'article sur papier. Hein, atelier, mécanique du borinage. Bon, tu te dis pas, c'était jeune, futur cadre brillant, tu dis pas, yes, c'est la Silicon Valley, j'y vais. Ouais. Et en fait, c'est là où parfois tu peux réécrire des choses. Et je trouve qu'on sous-estime en Wallonie toutes ces super petites boîtes qui ont un grand avenir devant elles, parce qu'on souffre encore de cette image. Peut-être qu'on n'est pas assez fiers en fait de ce qu'on a, je pense, et que c'est important aussi de montrer qu'il y a des success stories, de montrer qu'on fait des choses bien, de manière aussi à attirer des talents et pouvoir les retenir, quoi. Toi, on a tous vécu le Covid. Ouais. Vous l'avez vécu fort différemment chez vous. Mm-hmm. Raconte, c'était quoi le Covid pour vous? Alors, le Covid, déjà, a correspondu avec
à quelques mois près, notre décision d'engager quelqu'un pour la communication. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Et je dois dire qu'on n'avait pas trop mal joué sur ce coup-là. Elle a été engagée en décembre et a commencé le 1er avril 2020. Je me souviens bien. Elle nous a envoyé pour demander si c'était une blague, sa situation, parce qu'elle était, elle était d'ailleurs c'est Sarah, confinée. Et alors pour nous, le Covid, ça a été plusieurs projets. Ça a été d'abord au niveau international une conscientisation que le déchet médical est un vecteur de transmission de la maladie. Et donc ça, c'est vrai qu'au niveau justement de notre reconnaissance et du segment ou du secteur dans lequel on travaille, c'était énorme. On a eu des commandes d'urgence de l'OMS, des Nations Unies, de la Banque mondiale, parce qu'il fallait régler un problème tout de suite. Parce donc que, juste pour les gens qui ne connaissent pas, dont moi il y a 5 minutes avant qu'on commence l'interview, le déchet médical, en fait, c'est aussi propagateur de virus. Oui, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traite, on désinfecte les déchets qui sortent de l'hôpital. Donc, Oui. on enlève les bactéries et les virus, quelque part. Ça, c'est une première étape, une première machine. Et puis, on a maintenant une autre machine qui peut le trier et le recycler. Oui. Et dans un truc où il y a une pandémie, où le virus se répand à fond, tout le monde devient, j'imagine, stressé de qu'est-ce qui se passe. Déchets. Ouais. Exactement. Et là, vous étiez là. Et voilà. Et donc là, on avait la solution. Et en plus, vu qu'on venait aussi, on avait déménagé, on avait la surface nécessaire, on avait aussi des machines à disposition rapidement. On pouvait suivre la demande, quoi. Ça, c'était un élément important aussi. Ça, je crois que c'est le premier point. Un deuxième point, c'est qu'on a développé aussi dans des groupes de travail avec les institutions wallonnes une machine pour réutiliser les masques. Voilà, il y avait une pénurie, donc il y a 2 projets qui ont été mis sur la table. D'une part, fabriquons-en, et l'autre, allons vers une solution de réutilisation. Et ça, même si le marché n'existe plus vraiment aujourd'hui, parce que le problème, c'est toujours le prix. Une fois que le prix a chuté, il y a moins d'intérêt. Ça a été vraiment catalyseur pour les équipes de se sentir utiles pour répondre à la crise qu'on traversait. Donc ça, je crois que ça a été aussi un bel élément. Après, tous nos clients habituels, on ne pouvait plus non plus les voir en face à face. Donc, ceux qu'on connaissait déjà, ce n'était pas un souci, mais les premiers prospects, il y a toujours ce clic qui se fait en face à face. Voilà, ça, on a quand même senti qu'on avait moins d'échanges. Et puis, on a des clients qui ont été ralentis dans leur demande de permis, dans leur obtention de leasing, des choses comme ça. Et voilà, dans l'un dans l'autre, je crois qu'au niveau de la reconnaissance ou la connaissance de l'entreprise au niveau international, ça a été très positif. On a eu des commandes, mais qui ont compensé aussi que dans certains cas, nos clients prenaient plus de temps, quoi. Et donc là, tu avais tes machines et tu te rends compte, tu appelles Pasteur, c'est ça? Et parce que l'enjeu, c'était que quelqu'un valide que quand les vêtements sont chauffés, c'est ça, le microbe ne se partage plus ou un truc comme ça? Il n'y a pas une histoire? À ce moment-là, c'est la région wallonne qui m'appelle et qui dit on lance un groupe de travail sur la stérilisation, est-ce que vous êtes partant? Et en effet, nous, il y a un aspect sur la réutilisation des masques qui est un peu qui est environnemental et qui nous intéresse. On a les contacts aussi. Justement, on a Pasteur, mais on en a d'autres aussi qui peuvent aider dans ce groupe de travail. Oui. Et on a une équipe qui est motivée parce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est comme ça que ça se développe. Puis on rencontre les hôpitaux aussi et on présente la petite machine qu'on a appelée par la suite la M-stérile pour masque. Et là. Il y avait quelque chose qui m'avait intrigué en préparant un peu ici. Oui. L'émission, parce que je suis tombé sur un article comme quoi vous avez eu vos premiers clients en Belgique qu'à partir du Covid. Donc je ne sais pas ce que c'est vrai déjà premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que vous êtes une entreprise à Mons? La plupart de vos clients, de ce que j'ai compris, donc, étaient internationaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il fallait attendre le Covid pour que vous ayez des clients en Belgique? Est-ce que c'était un manque d'intérêt ou... Oui, on n'en a pas encore en Belgique, mais j'y viens. Donc on vend à 3 types de clients, ou 4 types. On vend surtout aux entreprises privées, prestataires de services, donc un peu les Cita, Veolia, qui collectent et puis qui ont leur propre plateforme de traitement. Ça, c'est notre client de base. Ensuite, on vend aussi beaucoup dans les pays émergents, en particulier en Afrique, aux ministères, surtout les ministères de la Santé, parce que en général, rien n'est fait dans le pays. Et justement, comme on l'a dit, ces déchets propagent des virus et donc ils ont un problème de santé publique qu'ils veulent résoudre. Et alors là, on arrive
On rencontre, on identifie les besoins, les localisations, on amène en général aussi du financement et on résout un problème à l'échelle du pays. Troisièmement, c'est ce dont on a parlé aussi, les institutions internationales. Donc, on répond à des appels d'offres ou bien on est contacté par Banque mondiale, Nations unies, OMS pour des projets spécifiques. Et alors, on vend aussi, mais dans une moindre mesure, parce que nous, ce sont des grosses machines industrielles, c'est un peu notre héritage du passé, à des hôpitaux. Donc ça, c'est les 4 types de clients. Alors, ces clients, ils sont présents à travers le monde. Et comme je l'ai dit aussi, au plus il y a de gens dans un pays, au plus il y a un intérêt pour nous, parce qu'au plus il y a de déchets. Ouais. La situation de la Belgique, elle est qu'il y a 10 millions d'habitants, il y a 3 législations différentes. Les déchets sont gérés aussi par voilà, des... Dans chaque émission, on peut l'entendre, celui-là. C'est la Belgique. C'est la Belgique. Voilà, il y a des gestions aussi par intercommunales qui sont compliquées, dans lesquelles qui demande beaucoup d'énergie. Et donc, dès que le marché sera mûr et demandeur, on le servira bien volontiers. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du ratio effort et return, la Belgique, malheureusement, score assez bas. Voilà. C'est toujours dur de l'entendre, quand même. Oui, mais bon, ça fait notre charme aussi, notre particularité. Et puis, ça n'empêche pas d'être une boîte qui est leader dans son domaine, est reconnue à l'international et basée en Belgique. Et ça, je crois que c'est important pour nous de continuer à aller. Mais ça te rend parfois un peu nerveuse ou pas d'être à Mons j'imagine sorti comme le renouveau industriel, dès qu'on pose un article, mais que tu n'es pas de client en Belgique. Je sais pas, je crois que ce serait une question d'ego si ça l'était, ça l'est pas vraiment. Non. Voilà, on a des clients, on va sur une plateforme à Lille visiter une machine qui tourne chez un de nos clients. On est leader en France, c'est juste à côté. Voilà, y a pas de... Faire être leader en France que leader en Belgique, c'est déjà plus. Oui, c'est vrai, on a des belles références dans bien le choisi. monde. Donc, voilà. Bien choisi. Donc toi, le Covid, c'était ça, c'est quand même fou. On revient un peu sur toi qui arrives jeune stagiaire. Oui. Non, si. Après, on parlera de sales. Mais donc, jeune stagiaire, tu arrives là, dans une boîte familiale. Oui. Où souvent, dans les boîtes familiales, et c'est peut-être un gros stéréotype, mais qui se transmet aussi dans le management. Parfois, quand les enfants sont pas au top, on prend des neveux, mais c'est quand même dans la famille. Toi, avant toi, c'était quelqu'un de la famille. Oui. Comment, pourquoi Donc, nous, c'est la 3e génération, quelque part. Ok. Donc, en 1947, c'est fondé par Raoul Dufresne. Quand moi, j'arrive, c'est son fils, Philippe Dufresne. Raoul n'a pas tellement travaillé dans l'entreprise. Philippe a développé ses aspects de nouveaux business aussi, de presse et de ce dont on a parlé. Et c'est lui qui identifie vraiment ce nouveau marché. À ce moment-là, son fils vit à Montréal et c'est lui qui va s'occuper du bureau qu'on base là-bas. Et le second est encore aux études. Voilà. Et à ce moment-là, la question, elle est plus, il faut créer un département. On verra bien un peu comment ça se passe pour la famille. Mais petit à petit, donc moi, je fais le commercial et avec ma formation, j'ai les aspects financiers. À la naissance de mon premier enfant, je lève un peu le pied dans les voyages et je prends plus du technique. Ce qui fait que finalement, j'élargis aussi mes compétences dans l'entreprise et que... ce qui fait qu'aujourd'hui, du fait de 15 ans dans l'entreprise, du fait des compétences que j'ai plus développées, j'ai aujourd'hui un rôle important, mais ça n'empêche pas qu'on se voit au day-to-day, qu'on est tous les 4 administrateurs. Donc, Philippe est devenu aussi le président de notre conseil d'administration. Olivier, lui, a un rôle aussi qui était à Montréal avant, mais qui est revenu maintenant de représentation de l'entreprise, en particulier à l'étranger, quand il faut aller voir les clients. Et donc, on trouve chacun notre place comme ça. Et je les remercie aussi, parce que voilà, c'est pas non plus d'office que ça se passe comme ça. C'est pas non plus logique que ça se passe comme ça. Donc, C'est quoi la grande force et la faiblesse aussi d'un groupe familial ? Tu dirais toi avec l'expérience Je pense que c'est la grande force, c'est la proximité. On est au courant de tout, on se dit tout. La faiblesse, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est bien de s'asseoir à table, peut-être même avec des extérieurs,
de devoir rendre des comptes, de devoir se poser. C'est ce qu'on a décidé de faire à partir de 2020 en créant un vrai conseil d'administration. Ok. Et justement, cet aspect de devoir formaliser, de mettre en place des process, en passant d'une toute petite structure qui est en croissance et qui grandit. Voilà, donc je crois que pour le futur, en tout cas, c'est garder cet ADN très proche, de gestion quelque part où tout le monde sait tout. Pouvoir garder ça, mais tout en mettant la structure en place qui va permettre qu'on puisse déléguer, qu'on puisse avancer, qu'on puisse grandir par rapport aux ambitions qu'on a. Quoi. Beau. Voilà. Beau, bien dit. T'es d'accord, Abdallah, qu'on teste cette rubrique-là ? Vas-y, let's go. On a une nouvelle rubrique. Et t'as dit que t'étais vraiment à l'aise à être tac au tac et répondre dans la seconde, ça tombe bien, parce que c'est ça la rubrique. C'est comme si on le savait avant. On va te demander de répondre en un mot. Tu peux un peu tricher évidemment, mais essaye de le faire en un mot. À quelques questions. La qualité pour un CEO, une CEO, la qualité à avoir. L'humilité. Très bien répondu en tout cas. Les défauts obligatoires à bannir si on veut ou si on est un CEO. Défauts qu'on ne peut pas avoir, quoi. Oh, c'est lié au premier, un gros ego. Toi ? Plutôt humble ou plutôt gros ego ? Plutôt humble, mais il faut en avoir un peu. Voilà. Le Tu peux dire qu'un mot, hein, c'est toi qui m'as dit. Oui, t'as raison. La tâche que je fais le plus au quotidien. Des réunions. Non, mais je réfléchis à ma journée et en fait, je me rends compte. En un mot, l'entrepreneuriat. L'optimisme. Oh là là, c'est beau ça. La place d'Éco-Stérile dans le monde. Leader. Allez là, on commence à... en un mot, ta culture d'entreprise. Proximité. On est sur un sans faute. Hein. Éco-Stérile en 2030, c'est quoi ? Je peux dire qu'un mot. Tu peux tricher. C'est 200 pays. Il y en a 190. Donc oui, on va dire. C'est présence dans 190 pays et 100 personnes qui y travaillent. Pas mal. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être là en 2003 pour voir ça. Ça continue le sans faute ou pas avec ça? Non, c'est nickel. Yes, on va parler de sales maintenant. Abdallah, je te laisse commencer. Donc si on va peut-être commencer par deux questions classiques. Déjà, premièrement, à quoi ressemble donc le département sales chez Éco-Stérile? Donc on peut commencer par celle-là déjà au début. Oui, mais c'est intéressant comme point. Alors, Merci. Nous, on vend des grandes machines industrielles avec gros capex, sont des biens d'investissement. Gros capex, tu peux... Prix d'acquisition. Et donc, Très on cher. différencie le capex de l'opex. Le capex, c'est le prix d'achat de la machine. L'opex, c'est le coût à l'opération. On a divisé le département sales en 3 départements. Un département qui s'occupe justement des deals nationaux, dont je parlais tout à l'heure, à savoir rencontres avec les ministères, en particulier de la santé à travers le monde, apport de financement, crédit acheteur. Et ce sont des projets qui sont importants pour nous, mais qui prennent du temps. Donc, ça va nous permettre d'avoir un matelas de développement, comme c'est des grosses quantités qui sont commandées sur 2-3 ans. Donc, on a cette garantie, une fois qu'on a un deal national, qu'on a 5, 6, 7 machines par an qui sont garanties pendant 2-3 ans. Mais c'est parfois 5, 6, 7 ans de travail. Hein. Donc, 7 ans. Ça peut être jusqu'à 7 ans. En général, on va être à 2-3 ans. Mais ça peut monter jusqu'à oui. La taille d'un deal comme ça, moyen, pour se rendre compte un peu. Une 20aine de millions d'euros. D'accord. Mais voilà, après... Ça peut prendre du temps, quoi. Ça peut. Oui, ça peut. Ouais, l'exemple de 7 ans, c'est aussi parce que dans des deals publics, il peut y avoir des élections, donc les personnes changent, il peut y avoir des réformes de l'État, il peut y avoir beaucoup de choses qui font que ça ralentit.
Et donc ça, c'est un département qui est important pour nous parce qu'il est le matelas dans lequel on puise pour notre développement. Parce qu'on a cette garantie sur plusieurs années. On vient aussi avec des garanties Credendo qui assurent l'ensemble. Et donc voilà, on est assez... on sait que quand le deal est fait, on a cette sûreté. Après, ces matelas, c'est un client quand même. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est avec l'autre département, qui est le département qu'on appelle les ventes ponctuelles, c'est d'avoir un carnet de commandes diversifié. Donc, on a des ventes un peu partout dans le monde. Un hôpital, par exemple? Un hôpital Okay. ou surtout un prestataire de services. Et là, ça permet d'avoir justement tous ces deals privés qu'on gère au cas par cas. Donc parfois on commande 2 machines, parfois une machine, parfois une petite, parfois une grosse, parce qu'on a différentes tailles de machines. Et ça va te permettre d'avoir cette diversification du carnet de commandes et donc de ne pas tout miser sur le un gros seul client. Quoi. Et puis le troisième département dans le département sales, c'est celui qui vient en support aux 2 premiers avec... support quand il y a des appels d'offres, support quand il y a du financement qui est nécessaire, support aussi quand il faut introduire des dossiers de demande, que ce soit pour les deals nationaux, si on a l'intervention du ministère des Affaires étrangères, parfois ils viennent avec justement des aspects de concessionnalité, de dons, il faut introduire des dossiers. Enfin, voilà. Ce département-là vient au support aux 2 autres pour mener à bien les projets. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu un deal national, comment ça se fait? Parce que ça, c'est vraiment tellement éloigné de ce que nous, on voit d'habitude. Ouais, Ça nous fait évidemment rêver. Pas les 7 ans, évidemment, attendre le truc. Mais donc, ta formule magique, c'est quoi? Tu as des lobbyistes qui sont là tout le temps. C'est de connaître l'administration. C'est d'arriver avec ton financement. Comment se construit un deal comme ça? Et comment tu l'obtiens, quoi? Alors, on a la chance d'être justement à la croisée santé-environnement. Et en général, la première étape pour nous, c'est de voir le ministre de la Santé et de présenter qu'on a une solution pour son pays. Okay. Et en général, justement, comme rien n'est fait, ils sont plutôt favorables à ce qu'on aille de l'avant. Mais voilà, avoir le meilleur produit et la solution ne suffit pas. Et donc, c'est indispensable dans ces cas-là d'avoir du financement. Alors, ce financement, on l'a avec l'aide des affaires étrangères qui viennent parfois proposer pour notre deal des aspects de concessionnalité qui sont des dons parfois, des prêts à taux zéro, qui font que c'est un don à la fin d'environ 35%. Ou bien on vient avec une banque et un crédit acheteur avec un taux très bas. Enfin voilà, il y a différents mécanismes. Mais quand la banque, tu dois trouver une banque dans le pays? Non, une banque belge. On vient avec un package. Donc on dit, voilà, pour votre problème national, il vous faut autant de machines qu'on va localiser là et on vous propose de financer ça de telle manière. Voilà, et il n'y a plus qu'à signer, quoi. Et voilà, il n'y a plus qu'à signer. Comment vous avez compris que c'était ça qu'il fallait faire pour... C'est, je pense, le fait d'avoir rencontré 2, puis 3, puis 4 institutions ministérielles où est arrivée la question, oui, mais est-ce qu'il y a un financement? Et alors là, on s'est spécialisé là-dedans. Oui. Et on fait la différence, je pense, sur cet aspect-là, qui est important. De pas seulement... Parce que dans le futur, je crois c'est bien de vendre un bien, mais tout ce qu'on peut y associer de services en plus, c'est là qu'aujourd'hui, on bascule et on fait la différence. Et donc, ces services financiers, tout comme au niveau technique, c'est les services de maintenance, c'est ce vers quoi on veut de plus en plus aller, quoi. Okay. Et ici, en termes d'évolution, je pense que la manière comment est-ce que vous vendiez il y a quelques années aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent, surtout que le Covid est venu au milieu. Vous avez engagé quelqu'un dans la communication. Comment, avec un produit comme le vôtre, comment est-ce que tu as vécu un petit peu cette évolution de la manière de trouver des clients, etc. Est-ce qu'il y a vraiment eu des changements? Vu que vous travaillez peut-être avec des États, etc., il n'y a pas beaucoup d'impact parce que vous utilisez peut-être la même manière de faire. Le fax, non, la communication a beaucoup changé. Non, pardon, j'ai une blague nulle. Je la garde. Pas entendu non plus. Quand c'est une blague nulle, je peux la garder. Tu ne la censures pas parce que je vis mon moment de honte, mais ce sera pour les gens qui regardent. Non, la communication joue énormément parce que maintenant, n'importe qui tape Medicalway sur Internet, tombe sur nous. Et donc, on est plus dans une posture aujourd'hui de réactivité et on essaye de plus attirer les gens chez nous pour montrer qui on est, parce que là, on fait vraiment la différence aussi.
Alors qu'avant, on était plus dans une démarche de prospection, de se faire connaître en voyageant, alors qu'aujourd'hui, voilà, la technologie nous permet d'être connus, mais aussi d'avoir facilement accès à des personnes probablement qu'on n'aurait pas pu avoir dans le passé, quoi. Et en période Covid, on a même eu des Teams avec des ministres. Hein. Bon, maintenant, c'est moins... Ça a changé. C'est plutôt le face-à-face qui est revenu. Et ça, c'était quand même génial d'avoir pour mettre des Teams et d'avoir plus de réunions, ou non? Parce que tu sentais que tu ne pouvais pas aller aussi loin qu'en physique. Ah non, parce que pour des premières réunions, c'est génial, quoi. Déjà, personnellement, si tu parcours le monde sur une journée, c'est assez fascinant. Ouais. Tu as des réunions riches. Et puis, voilà, c'est les premiers pitchs qui sont intéressants. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça veut dire qu'après, il faut aller... Dans ces pays-là, hein, on parle de longs projets, il y a quand même un aspect de patience, hein, certainement, et puis aussi de présence sur place, quoi. Et en termes un peu de concurrence, est-ce qu'il y a dans le monde, surtout que vous êtes dans une niche quand même où vous produisez de grosses machines, etc. Est-ce que vous avez... Après ça, c'est peut-être le stéréotype de dire peut-être qu'il y a des concurrents chinois qui peuvent faire exactement les choses comme vous. Évidemment que j'ai la même idée en tête, évidemment. Qui peuvent revendre tout le monde l'aura. Tout le monde l'aura, oui. 10 fois moins cher. Oui. Est-ce qu'il y a une concurrence par rapport à... Surtout dans le développement. Voilà, le développement, la Chine, c'est devenu un gros acteur dans les pays en développement et tout. Tu parles beaucoup d'Asie, d'Afrique et tout. Raconte si c'est eux. Dans le monde, on est une dizaine maximum à faire ce qu'on fait. Et en général, nos concurrents sont des systèmes d'autoclave. Donc, c'est des genres de cocottes minutes. On met de l'eau sous pression, on met les déchets à l'intérieur et puis on les stérilise comme ça. Et c'est vrai que ce sont des technologies moins chères, mais c'est des technologies qui utilisent aussi de l'eau. Aujourd'hui, la Chine, elle veut surtout faire du moins cher et donc elle copie ce genre de systèmes qui ne sont pas spécialement demandés et qui ne sont pas homologués en Europe. On a aussi, on a certains brevets aussi sur nos équipements. Voilà, maintenant, notre rôle, c'est de toujours avoir une longueur d'avance et du fait d'être reconnu comme l'excellence internationale, que ce soit vers nous qu'on vienne, quoi. Mais c'est inquiétant pour vous? Est-ce que, tu vois, dans l'industriel, je sais pas, vous avez des mesures de précaution, par exemple C'est pas inquiétant, mais c'est challengeant pour garder cette longueur d'avance qu'on doit. Donc voilà, maintenant, on a des projets qui sont dans le pipe et qui doivent sortir, ça stimule à ce qu'ils avancent et qu'ils sortent, quoi, parce que sinon, la R&D, si on ne met pas toute l'énergie nécessaire dessus, ce sont souvent les projets qui traînent, quoi. Oui. Donc voilà, c'est un boost quand même au quotidien, quand même. Et dans ton département grand compte, national, pardon, il y a qui dedans? Enfin, pas les personnes, mais c'est quoi le type de profil qu'il y a dedans? Qui est un vendeur qui peut aller chez le ministre, tu vois j'imagine pas le junior qui vient de rentrer. Ce sont des gens qui sont très flexibles pour voyager. En général, et qui sont beaucoup à l'étranger, donc qui passent d'un pays à l'autre pendant parfois plusieurs semaines. Et puis, ce sont des gens qui ont des compétences aussi pour présenter du financier. Voilà, c'est un peu voilà, après, on est une petite structure. Moi, j'interviens aussi. Il y a combien de personnes dans ce département 4. Ok. Et puis les autres départements. Senior plutôt, ou il y a aussi comme toi à l'époque, la stagiaire qui a fait le premier Plutôt senior, je pense, oui. Enfin, senior, c'est à partir de quel âge senior? Je sais jamais, moi, ce que c'est senior. Je veux gris, non? Ouais, t'as raison. Après, c'est plus en termes de. Je sais pas, quand t'es dans une grosse boîte, t'es senior, t'as 30 ans. Donc, c'est vrai. Voilà, je dirais 35 et plus. Les gens que tu as, ils sont là depuis 10 ans. C'est aussi la guerre, parce que dans les startups, c'est la guerre des sales. Tu vois, c'est dur de les garder, c'est dur de recruter et tout. Comment ça se passe chez vous? Alors, on a beaucoup de candidatures spontanées, donc ça c'est chouette. Des gens soit des jeunes qui sortent de l'UNIF et qui veulent un projet qui a du sens, soit des gens qui sont dans des grosses structures et qui justement se questionnent beaucoup sur le sens. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le mot à la mode, mais c'est vrai. Et qui se disent, voilà, est-ce que je fais au day-to-day, vraiment, est-ce que j'ai de l'impact, quoi. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, oui, il faut... L'avantage, c'est qu'on a ce produit et on a ce sens et on a des équipes, je pense, qui s'entendent bien. Je crois qu'on a vraiment une bonne ambiance, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Je crois que c'est important aussi de donner envie de venir au travail, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes de télétravail. Oui, fine, 1-2 jours, mais à un moment donné... La créativité,
la valeur, elle se crée à la machine à café parce que le technique La rencontre fameuse. la R&D qui rencontre le commercial, la fameuse tout à fait de Jacques Attali, je pense, cette machine. Et pour revenir à ta question, donc c'était pour la rétention. Hein. Oui, exact. C'était surtout sur cet aspect-là. Voilà, donc ça, oui, voilà, les aspects négatifs d'une petite boîte aussi, c'est qu'on est en train de se professionnaliser sur des plans de formation, sur justement mesurer la satisfaction, mesurer la rétention, parce que c'est plus parce qu'on fait un drink ou parce qu'on fait un repas ensemble qu'on retient les gens, quoi. Donc voilà, et travailler aussi sur l'efficacité des réunions, enfin tous des petits éléments qui sont. T'as déjà été lancer des importants, haches avec ton personnel? Lancer des haches? Pas encore, non. Ouais, fais-le, c'est Voilà. vraiment. Nous, c'est comme ça qu'on fait pour garder les gens. Une fois par an, on va lancer des. Demain, tu m'enverras le lien. Très très marrant. Vrai. Effectivement. T'étais pas le meilleur, mais t'avais le plus de volonté pour. C'est ça. Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'est important, hein, c'est le mindset. Hein. Ah, c'est ça. Ça, c'est vrai. On recrute aussi l'importance du savoir-être par rapport au savoir, par rapport aux compétences. Quoi. Ça, je pense qu'on est en train de shifter vers plus d'importance accordée à ça que ce que les gens savent faire. Surtout dans notre métier qui est souvent spécifique. Quoi. Personne n'a connaissance d'une machine qui traite des déchets médicaux. Exact. Donc voilà. Mais toi, On c'est le, peut toujours les c'est former. le Covid qui t'a mis sur la carte quand même, non? Pas du tout, non. Non, Non. pas des clients, mais la communication du grand public, je veux dire. Bah, si pas du tout, tu peux le dire, y a pas de souci. Hein, Pas du Ok, tout, ok. mais, non, mais je pense qu'on était déjà connus avant. Sur la Ok. carte, on était déjà présents dans beaucoup de pays. Je sais pas, on est à plus de 60, on était déjà dans 50 avant le Covid. Mais par contre, la lumière, en particulier en Belgique, il est venu avec le Covid. C'est ça. C'est ce que je voulais alors Voilà, dire. excuse-moi, on est alignés. Alors. C'est ça. Yes. Sur le lancer H, je voudrais dire que j'étais hyper nul. Hein. Je voudrais pas shamer mon collègue Voilà, c'est ça. nouvellement arrivé sur. C'est compliqué, c'est vraiment une maîtrise. Quand Costeril fera son team building là-dessus, il vous racontera que c'est pas évident. Non, mais je compte sur toi pour venir expliquer. Hein. Donc, question sales, on peut passer à la rubrique suivante. Juste peut-être une dernière question en termes de production de la machine. En fait, vous faites toute la machine de A à Z ici en Belgique ou il y a des parties que vous faites peut-être ailleurs dans le monde que Alors, vous assemblez ici? la majorité est faite en Belgique. Je crois qu'on est à 80% en Belgique. Avant, on fabriquait tout nous-mêmes dans notre hall. Pardon, je suis en train de tout casser, moi, ici. Mais évidemment, faute de place, et puis il faut que la production suive et le nombre de machines qu'on exporte aussi. Aujourd'hui, on sous-traite des composants, mais ceux qui ont le moins de valeur ajoutée pour nous. Donc, on garde dans l'usine des pièces spécifiques en inox et des éléments comme ça qui sont clés, quoi. Et vous avez combien d'ouvriers, entre guillemets, qui font tout ce travail de 8. 8? Donc, toi, produire en Belgique, à l'aise alors? Pardon? Toi, produire en Belgique, ça va? L'énergie, l'indexation, le prix, tu sais être compétitif, quoi. C'est quoi Je dis pas que ta c'est formule? facile, mais il faut. Je pense qu'il faut encourager à continuer à produire en Belgique, oui. Et voilà, je dis pas que c'est facile, mais je veux pas passer le message que c'est pas possible, quoi, surtout pas. Il faut déjà réussir à avoir des contrats cadres avec ses fournisseurs, donc des prix fixes sur sur des quantités. Il faut, oui, il y a tout un aspect de négociation. Sur l'aspect de l'énergie, nous, on est touchés, mais bon, voilà. Ce qui est surtout dur à gérer, je crois, aujourd'hui, c'est, en tout cas pour un manager, ou pour un CEO, c'est toutes ces différentes tempêtes qui s'enchaînent et garder le cap et avancer. Et particulièrement, on parle maintenant des prix ou des fournisseurs. Nous, on va avoir la fluctuation de l'acier. Tout d'un coup, notre fournisseur avec qui on avait un contrat fixe ne peut plus nous garantir. C'est au jour le jour. Et voilà, je crois que dès lors on garde le cap, à un moment donné, ça redescend. Et puis, évidemment, il faut indexer le prix des machines. Mais voilà, je pense que si on a un marché où il y a de la demande, je crois qu'il n'y a pas de souci à produire en Belgique. Beau, ça. C'est important, de faire passer ce message. Classe. Est-ce que tu peux nous dire, on a beaucoup parlé de réussite, 75 ans, 20 millions de chiffre d'affaires, maintenant incroyable, mais est-ce que tu peux nous pointer un moment difficile que tu as vécu et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Je crois que c'est
parfois difficile de prendre des décisions pour investir, pour aller de l'avant dans un nouveau projet, en particulier R&D. C'est ça que je pense spontanément. Mais il y a une décision qui est encore plus difficile, c'est dire stop, désinvestir. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on veut toujours y croire encore un mois. Et en particulier, on avait développé une grosse machine. Et je crois qu'on s'est accroché pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais il y avait des red flags partout, mais on voulait pas les voir, quoi. Parce que Et tu voilà, t'investis, parce que tu as mis de l'argent, et donc tu te dis... Allez, on va mettre au point, Demain, oui, ça va aller, mais on oui. va faire ça, mais ça va aller. Mais en fait, il y avait des fuites, ça n'allait pas. Et donc, le jour où on dit, OK, on arrête, pour moi, ça, c'était difficile, quoi. Dire, OK, maintenant, on arrête les frais, quoi. Ça veut dire aussi que tu te sépares de personnel ou non? C'était... Non, pas dans ce cas-là. Ok. Non. Mais ça voulait dire, on recommence de zéro, une nouvelle recherche, quoi. Ouais. Et là, ça faisait... Et comment tu motives tes troupes quand justement les gens ils ont bossé pendant 2 ans sur une grosse machine qui a beaucoup fui, donc ça a peut-être un peu tendu, mais vous n'y arrivez pas. Toi tu tires le truc en disant bah, désolé, c'est terminé. Oui, on trouve de nouveaux projets. On s'assure que à partir du moment où il y a quand même les premiers red flags, les gens font aussi autre chose. Et puis là, c'était pas beaucoup de personnes, hein. C'était en particulier 3 personnes. Et l'un a pris des responsabilités au niveau de la production. L'autre vivait loin. Et donc, c'est vrai qu'avec ce projet, il a souhaité... il vivait du côté de Nîmes. Et donc, voilà, il s'est dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de retourner là-bas. Mais ça venait plutôt de sa part. Et voilà, donc ça s'est pas trop mal mis. Mais en effet, c'est un grand point, oui. Continuer à motiver. Exact, avoir des gens motivés. C'est quoi le sacrifice que tu as dû faire dans ta carrière pour en arriver là? Là. CEO, leader, éco-stérile, monde. J'aime pas ce terme de sacrifice. Je pense qu'à un moment donné, on fait des choix et on essaye de faire au mieux pour que on s'y retrouve. Je crois que c'est important d'être passionné. Je crois que c'est juste ça. Et je crois qu'on arrive à être passionné quand on se connaît soi, on sait dans quoi on est bon et on trouve un projet qui est en adéquation au niveau de ses valeurs avec ce savoir-faire et ce qui nous drive en interne, quoi. Et donc, à partir du moment où il y a cette passion, est-ce qu'on parle de sacrifice? J'en suis pas sûre. Voilà. Oui, travailler dur, certainement, mais après, quand ça nous amuse, quelque part, y penser sous la douche, c'est normal, quoi. Avoir des grosses journées. Après, moi, j'accorde quand même de l'importance à être présente pour la famille, ça c'est vrai, élément important. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel je ne suis pas vraiment prête à faire des sacrifices. Ok, ça veut dire que tu rentres à quelle heure chez toi? J'arrive, parce que j'habite à 3/4 d'heure de route, donc j'habite à Bruxelles, je vais à Mons. En général, je fais des calls le matin et le soir pendant ces trajets-là, donc ils sont bien occupés. Mais j'arrive à 9h15 le matin, et je repars à 5h30. Je crois que tu arrives à 9h15 chez toi le soir, je me disais ah. Non. Okay. Et puis voilà, je suis vers 6h30 à la maison, je m'occupe des enfants, mais souvent je rebosse le soir, quoi. Ça c'est sûr. Mais voilà, parce que c'est ça aussi que je trouve important pour moi. Chacun sa routine, chacun doit se trouver, en fait, je pense. Chacun doit se trouver dans sa famille. C'est une histoire que je raconte tout le temps, mais je te la raconte parce qu'on se rencontre aujourd'hui. Un investisseur qui me disait, moi, la famille, c'est hyper important, je veux être là, blablabla. Tu rentres à quelle heure chez toi le soir? Il avait des enfants en bas âge, 8h30 ou 9h. En cas, tu ne le vois pas, arrête de mentir. Et tu rentres, ils sont au lit. Même c'est compliqué, quoi. Je veux dire, parfois, la question de... Ah oui, après, il faut se mettre des petites règles en tête quand on hésite. Parce que toi, tu es passionné, je veux dire, mais nous, on est passionnés, mais parfois, ta famille, elle a envie que tu sois un peu moins passionné. Ça arrive. Je dis, ok, c'est marrant que tu sois passionné, c'est cool que ça te drive, c'est cool que tu penses sous la douche, mais si tu pouvais penser aussi à nous sous la douche, ça nous plairait. Enfin, peut-être pas sous la douche, mais à d'autres moments. Tu vois, ça, c'est des discussions. Oui, après, il faut savoir, en fait, il faut connaître aussi à soi-même les moments qui te ressourcent, quoi. Oui. Et moi, je sais que, par exemple, être focus avec mes enfants, c'est pas un moment que... Il y a des gens qui trouvent ça très fatigant. Moi, c'est un moment où je suis plutôt dans l'émerveillement, où,
il y a une coccinelle, où il y a un moment... Enfin voilà, ils sont en bas âge, mais je me dis, mais on est tous justement à la recherche du moment présent. Bah, eux, ils le sont en permanence. Et comment, voilà, moi, c'est un moment qui me ressource. Et justement, je crois que c'est un beau cadeau à montrer à ses enfants qu'on a trouvé un job qui passionne, quoi. Je crois que c'est pas inné. Et donc... ça m'arrive de faire des mails et ma fille à côté fait ses devoirs. Je dis, bah voilà, tu vois, c'est marrant, en fait, tes devoirs, c'est chouette. Et moi, je fais mes mails. Non, mais tu vois, c'est une manière de présenter les choses. Ouais, c'est transmission. Et souvent, ben voilà, moi, je suis là, il y a les bains, les mises en pyjama, le repas, le coucher. Et puis, une fois qu'ils sont couchés, je repars parce qu'il y a aussi beaucoup d'événements à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est dommage. Beaucoup d'événements, c'est à 18h. Ou bien les clubs de femmes qui se voient à 18h. Moi, ça, c'est quelque chose que je comprends difficilement. Parce que c'est justement le moment où on est... Voilà. Mais je dis femmes, mais moi, je suis plutôt mindset parent, quoi. Et puis, ça va aussi dans le partage, vraiment, des tâches, 50-50. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet-là, mais je crois que c'est important pour pas donner l'impression... aux enfants qu'on n'est pas présent, quoi. Ça, c'est clair. Et puis je crois qu'avec le télétravail ou bien une bonne organisation, on sait faire beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et si on sait 3 mois à l'avance qu'il y a une fête ou il y a un spectacle d'un enfant, c'est pas compliqué d'organiser son agenda pour y être, quand même. Yes, voilà. Quand même. T'as raison. C'est quoi les 3 compétences que tu détiens ou que tu as développées qui t'ont permis toujours d'en arriver là où tu es aujourd'hui? Je crois que je suis quelqu'un qui identifie vite des opportunités et qui peut les saisir. Voilà. Assez pragmatique pour faire avancer les choses. Et tu m'as dit 3 compétences pour... En arrivée, CEO, éco-stérile et leader mondial. Je n'ajoute pas des couches. Et bosseuse quand même, oui. Et tu dois améliorer quoi? Je dois améliorer ma capacité à refuser des choses. Ok. Parce que j'ai tendance à identifier une zone vide dans mon agenda comme une opportunité pour faire quelque chose ou à combler. Et je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon spécialement. C'est pas bon pour l'entreprise. En fait, je crois que c'est bien d'avoir des moments où on n'a rien à faire entre guillemets. Et justement, on peut penser, on peut prendre du recul. Donc voilà, je dois m'accorder plus de moments off. Ok. Voilà. Et tes objectifs perso comme manager, pas éco-stérile dans 5 ans, mais toi, manageuse dans 5 ans, manageuse dans 5 ans, tu voudrais être... quelle amélioration tu voudrais Je voudrais lire plus. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je trouve qu'on apprend énormément en fait. J'aime beaucoup. Et je pense que voilà, c'est des sources aussi d'amélioration. Voilà, je dirais surtout ça. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'expérience aussi. Il y aura probablement des échecs où on apprend aussi. Je crois saisir des opportunités que je n'ai pas encore eues. Par exemple, je sais pas moi, représenter la boîte. Je sais pas moi, s'il y a quelque chose de compliqué ou s'il faut aller un jour devant un juge, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Enfin, tu vois, ce genre de choses. On ne te le souhaite pas, hein, mais... Non, mais voilà, c'est toutes des choses que finalement on a eu la chance de ne pas avoir. Et je crois que le leadership et le développement des compétences sont là dans des moments difficiles. Donc, malheureusement, je n'ai pas envie de vous mettre en avant des moments difficiles, mais je crois que c'est là-dedans aussi qu'on apprend, quoi. Voilà. En parlant de moments faciles, tu as reçu il y a quelques années, quelques mois, je ne sais plus, le Bold Award, où tu étais nommé, je ne sais plus, pardon. Je l'ai reçu cette année, oui. 2022, oui. Félicitations. Merci, Di. Déjà, applaudissons ça. Ça représentait quoi pour toi? Mais je pense qu'il n'y a pas... ce que j'ai déjà dit, c'est que déjà, si je regarde le monde, l'Europe par rapport à l'Amérique, on a ce trop d'humilité. Et puis, au sein même de l'Europe, la Belgique est encore plus humble que les autres.
quand on est dans la Belgique, la Wallonie est encore plus humble que la Flandre. Non, mais c'est des faits. Ça devient beaucoup. Et puis, quand en plus on ajoute ça, une femme en Wallonie, on a quelque part, je pense, trop d'humilité sur soi. Alors, je disais que c'était un avantage, mais je pense que ça peut aussi être inconvénient dans certains cas. Et je crois que ce Bol Women Award, c'est aussi important pour justement montrer, inciter, dire que c'est possible d'être femme et CEO, que c'est possible d'être maman et CEO, que moi, en plus, c'est quelque part apporté. Je gère une PME, quoi. Je ne suis pas non plus à la réserve fédérale américaine, que personne... Et donc, susciter comme ça des vocations à mon niveau, si ça peut aider, voilà, je trouve que c'est important. C'est pas mal. Il était beau l'objet, c'était pas mal ou pas? Ah, c'était une bouteille en acier, oui. Très beau, oui. Oui, une bouteille, la Grande Dame. Et t'es pas dans une vigne maintenant, ça y est, ton nom est dans une vigne quelque part? J'ai une vigne, oui. J'ai une vigne à mon nom à Reims, sur le domaine de Veuve Clicquot, quoi. Ouais, dans une vie quand même. Mais on peut aller la visiter, donc voilà, vous êtes invité quand vous voulez. Essayez de ne pas lancer une hache dessus, ce serait cool. D'abord, tu lances tes haches, et si tu le fais, on ira visiter. Du moment que la hache n'arrive pas sur la vigne, moi, tout est bien. T'as été la voir, ta vigne? T'as déjà été la voir? Oui, je l'ai baptisée. Ouh. Ouais. Non, c'est très sérieux quand même. Ouais, pas mal. Et je regarde cette question et elle a tellement de sens, mais là, désolé, parce que on vient de parler de t'as gagné un award, il faut vraiment avoir l'ego. Et moi, après, est-ce qu'il y a une chose dont t'as honte? Quelque chose dont j'ai honte. La liste est longue, ça. Quelque chose dont j'ai honte. Mais ça revient un peu sur les défauts, ou quoi? Je sais pas, tu chantes très mal et tu chantes trop souvent. Ah, ça chante extrêmement mal. ça, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est une des qualités au monde que j'admire le plus, le talent que j'admire le plus. Les gens qui entendent quelque chose, qui savent le chanter juste et qui savent le jouer sur n'importe quel instrument. Voilà, ça, je suis en totale admiration. Alors, on n'a pas ça. Le chant, c'est une catastrophe. Mais il y a sûrement d'autres choses. Dans la team, on a un chanteur, on t'enverra un CD. Je retiens pas... Quoi? Dédicace à Mehdi. Ouais. Il y a Mehdi dans la team, qui est aussi réalisateur comme Julien, qui est réalisateur, formateur et en même temps chanteur, et qui sort bientôt son premier album. Sérieux, bravo, hein? Attends. Voilà, je viendrai l'écouter, je l'achèterai. Oh là, incroyable, il y a déjà une vente ici, allez. Parce que nous aussi on vend des trucs, putain, attends. Ah non, on peut plus dire putain sur YouTube, mais nous aussi on vend des trucs. C'est chiant, tes inspirations, c'est quoi? Et il y a quelqu'un qui vraiment se dit, waouh, ça c'est... si je suis la moitié de ton chemin, j'aurais fait un chemin incroyable. Quelqu'un qui t'inspire. La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et en général, quand elle prend position sur quelque chose, je lis l'article et voilà, je la trouve bien. Oui. Donc je dirais elle. Oui. Top. Voilà. Merci. Allons la voir sur Internet. On va faire une dernière rubrique. La plus compliquée, parce que tes réponses sont les plus courtes, et on sait que ça se passe jamais bien avec nos invités. Ah, mais c'est rassurant. Première question. Exact. Alors, on met tout pour mettre à l'aise les gens. Merci. On va parler un peu de l'écosystème, mais un écosystème qui n'est pas vraiment le tien, donc tu auras une excuse à chaque fois, c'est ça qui est facile. Ah, okay. C'est quoi ta start-up préférée? Belge. Skipper, ouais, il y avait le... Elle a vu le pull dans le décor avant, mais tu connais Mathieu. Mais non, mais évidemment, j'apprécie beaucoup Mathieu. Oui. Ok. Est-ce que t'as déjà aussi... Il y a Rosa aussi. Vraiment, on place que ses copains de Forti. Oui, mais avec beaucoup de respect. Ok, mais nous aussi beaucoup de respect alors pour Rosa. Et moi, parce que je fais partie d'un club, Select. Mais j'oublie le nom maintenant. C'est pas Forbes. 40 under 40 là. Oui, voilà, mais c'est quoi ton club? Le nom de ton club? C'est comment encore? Les 40... Le club Select... Ah, Forti under 40, tu parles. Oui. Ah, mais c'est aussi chez vous? C'est aussi ça? C'est ça le nom? Je crois que c'est un autre nom. Pardon. Ou bien 2030? Je sais pas. Ah, t'es aussi là-dedans, pardon, excuse-moi. Non, celui-là. Non, mais ça, c'est... Ouais, Forti under 40. Je crois que c'était Forbes qui faisait ça, non. La version belge, c'est ça aussi, ok. Non, le jour où je suis Forbes, oui, je reviendrai. Attends, c'est clair, avec l'award, la vigne et le... Et la hache.
Dédicacé, enfin un truc dédicacé. Mais donc, ce que je voulais poser une question, en tout cas, c'est est-ce que tu as investi dans les startups belges? Non, j'aimerais bien. Ok. Qu'est-ce qui te Ouais. retient? La connaissance, en fait, et le fait de prendre du temps pour identifier lesquelles m'intéressent le plus. Mm. Et puis la connaissance de celles qui en ont besoin. Voilà. Je crois qu'il y a pas assez d'interconnexion entre. Enfin, j'ai jamais fait la démarche d'aller dans un comité d'investissement. Voilà. Peut-être juste ça. Mm. Ça, c'est peut-être ça peut venir. T'as jamais été avec chez le temps. B-Angels, voir un peu ce qui se passait, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup Claire, mais je la connais pas si bien. Elle est très chouette. Ouais, elle a l'air. Elle a un club avec beaucoup trop d'hommes dedans, beaucoup trop d'hommes vieux dedans. Ah, bah Donc voilà. elle veut vraiment, elle le sait, elle lutte au quotidien, elle le change. Non, elle a hérité d'un passé. Hein. L'investissement à l'époque, c'était voilà, un truc de notaire en Belgique. Et maintenant, voilà, le groupe B-Angels se rajeunit, se diversifie en termes d'origine et en termes de genre. Ouais, ouais. Plein de Oui, choses, enfin, quoi. bon, enfin, je pense que c'est un excellent boulot là qui a fait. Oui, B-Angels, belle structure. Ouais. Parce qu'on a besoin que des gens comme toi investissent. C'est vrai. Tu le sais, ça qui est une grosse responsabilité sur toi. Parce qu'en Belgique, donc en France, il y a plein d'entrepreneurs qui réinvestissent même des petits tickets, tu vois, qui mettent même un 5 000 euros. Enfin, 5 000 euros, c'est de l'argent, mais dans le monde d'investissement, c'est pas beaucoup. Mais que ce petit ticket-là aide beaucoup parce qu'il vient de Amélie, d'Ecostéril, tu vois, donc l'industriel, donc a été validé quelque part, et donc permet... Alors, Pour la visibilité, tu parles. Ouais, la Ah oui, visibilité, c'est vrai. l'expertise qui est amenée et tout. mais Et, bien c'est un, volontiers, et ouais. c'est un réseau qu'on n'a pas encore en Belgique, en Flandre qui existait, parce qu'il y a aussi eu plus de success story en Flandre au niveau start-up. Donc il y a eu des exits, donc il y a eu des gens qui... il y a la mafia, Numilog et tout ça. Mais chez nous, on l'a pas encore. On tire les oreilles de Fabien tout le temps. Allez, tu dois commencer. Non, c'est Doudou. Allez, tu dois commencer. Mais il faut que la nouvelle génération, il faudrait, ce serait chouette, que la génération puisse continuer comme il y a des initiatives qui commencent à venir, hein, mais et même commencer par des petites choses, parce qu'un institutionnel va être hyper attentif à ce que tu fais toi. Toi, tu as appris tellement de choses, tu as commencé stagiaire, devenu CEO, tu vois. En plus, si tu mets un ticket, bah, tu vas sans doute être aussi disponible pour un call de temps en temps. Tu vois Ouais. Et tout ça est un cercle hyper vertueux et on n'a pas assez encore d'entrepreneurs de ta génération. Oui, c'est vrai, qui- tu as sûrement raison. Ouais. Vraiment, je te jure que j'ai raison. donc, Faut que tu te lances. Que Fabien m'appelle quand. C'est quand il commence. Ouais, mais alors là, il faudra attendre encore un petit peu parce que chaque fois que je le vois, je réessaye. Mais Non, mais stimuler l'entrepreneuriat et le rapprocher aussi des universités. Je pense que voilà, ils sont deux mondes trop séparés, quoi. Et donc, il y a tout intérêt. ta clé, toi, comment tu. T'as une baguette magique, tu peux améliorer l'entrepreneuriat en Belgique. Qu'est-ce que tu fais pour bousculer les lignes Je pense qu'il y a trop de. Chacun travaille trop en silo. Donc, il y a les universités, mais est-ce que les formations qu'on donne et est-ce qu'on développe est vraiment en ligne avec les besoins de la région? Je suis pas sûre. Donc moi, je suis au 100% commerce international. J'ai pas eu un cours pendant mes études d'ingénieur commercial sur les mécanismes d'export, sur les lettres de crédit. Ok. Voilà, donc est-ce qu'il y a bien cette cohérence au niveau des études par rapport aux besoins de la région et notre ADN quand on fait des thèses ou des recherches, c'est pas du tout le même profil que les gens qui peuvent commercialiser ça. Est-ce que ces entités-là se parlent Est-ce qu'on donne envie aux jeunes de se lancer? En tout cas, il y a 15 ans, pas assez. Je crois que c'est quand même en train de changer maintenant, Oui. En j'ai fait, l'impression. Pour avoir fait HEC et avoir fini il y a 3 ans, je pense qu'on a encore le même problème. En fait, tu as vraiment l'impression que ce qu'on t'apprend, c'est une chose, mais ce que le marché a besoin, c'est autre chose. Et il y a le choc aussi quand tu finis tes études et que tu te retrouves dans le marché de l'emploi, tu ramasses la gifle que tu dis, ah ouais, finalement. Oui, mais on est dans des plans de relance, on a des choses Tu vois, très c'est- précises de ce qu'on veut faire. Formons les jeunes dans ces choses qu'on doit faire. Quoi. Voilà, Comme c'est ça, ça. ça garantit aussi qu'ils trouveront du boulot, ça garantit qu'ils le trouveront chez nous et qu'ils resteront. Voilà, donc ça c'est. Ça, je confirme ça. Voilà, et qu'on a. À 100%. Après 1h15, il y a une chose On en qu'on fait un veut. truc. Allez, un point ici. Non, mais on l'a eu, voilà, c'est important. C'est important. Voilà. Notre dernière question, ce sera tu dois commencer un business aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu lances Ecostéril, success story, hein, ça t'est revendu, c'est grâce à toi. Il y a eu une IPO, on sait pas, mais bref, ça s'est bien passé, d'accord? T'es là, qu'est-ce que tu lances? Je vais dans des comités d'investissement. Je regarde justement des petites structures qui
Moi, je crois que je suis plutôt quelqu'un qui aide à booster. Je préfère quelqu'un qui a une idée et qui n'arrive pas à la développer et qu'on fasse ça ensemble et voilà, et que c'est une belle croissance en mettant à profit mon expertise que de rester dans mon fauteuil et réfléchir à quelque chose dont on aurait besoin, quoi. Je pense que ce serait plutôt ce profil-là. Ça m'amuse plus, je pense. Ok. Voilà. T'as pas d'idée dans ta mallette que tu dis un jour Non, je sais qu'il y a beaucoup à faire sur un sujet intéressant aussi, sur le positionnement des entreprises par rapport au fait de rendre des comptes pour l'extra-financier. Je crois qu'il y a de plus en plus de pression autour de ça. Et donc avoir des spécialistes justement dans ce reporting extra-financier. C'est un truc auquel je crois, s'il fallait soutenir qu'une start-up, mais je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper. extra-financier comme... Moi, je pense au rapport au objectif de développement durable. C'est quoi le reporting Oui, extra-financier? je crois que dans le futur, l'évaluation d'une boîte, elle ne va pas se faire juste sur les BDA, elle va se faire aussi sur d'autres éléments qui sont intangibles, qui sont difficilement mesurables. Comment est-ce qu'on réussit à mettre des chiffres sur un positionnement durable? Ça veut dire une boîte qui a pris des décisions pas pour maximiser du court terme, mais pour du long terme. Comment est-ce qu'on est en compliance avec la taxonomie que l'Europe est en train de lancer? Comment est-ce qu'on est dans le Green Deal? Enfin voilà, finalement... Comment est-ce qu'en respectant tous des éléments qui ne sont pas strictement financiers, la boîte, on peut mettre en avant la valeur de la boîte? C'est l'avenir pour Voilà. toi? Oui, C'est oui, parce que ce sont des boîtes qui seront probablement plus pérennes, plus résilientes, qui vont attirer plus de talents. Enfin, donc, je crois que c'est pousser les entreprises dans un cercle vertueux. Beau. Très bon. Moi aussi, je lui donne un point aussi, comme ça on finira par Ouais. un truc. Merci beaucoup d'être venu chez nous dans le studio. Merci de m'avoir reçu, très Un agréable. plaisir. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. C'était quoi encore qu'on avait dit? Quand? À bientôt. Tu reviendras quand? J'ai oublié. Quel Ça award? sera Quand je suis dans Forbes. Avec dans Forbes, voilà, exactement. Voilà. Exactement, voilà. On se revoit à ce moment-là quand t'es dans Forbes. On te suit sur les réseaux sociaux? Oui. Sur LinkedIn, t'es actif? LinkedIn uniquement. LinkedIn uniquement. Pas Ouais. TikTok encore? Pas encore Pas TikTok, pas tellement Facebook, pas du tout Instagram. LinkedIn, ok. Voilà, je m'en tiens à ça. Ok. Carrément. Donc LinkedIn, ok, on te suit là-dessus. On a une question. Je suis jeune, je veux me lancer. Une question industrielle et tout. Je te contacte sur LinkedIn. Tu réponds pas. T'es quel genre de personne? T'es quel genre de CEO sur LinkedIn? Je réponds sauf quand c'est de la pub. Oui. La pub, je réponds pas. Oui, non. Donc, Bien. Génial. Donc n'hésitez pas à aller contacter Amélie sur... oui. Des questions. si Bien vous avez des volontiers. questions pertinentes, commencez pas à prêter le truc. Merci beaucoup d'être venu, c'était cool. Abdellah, c'est ta première. Effectivement. Donc, On peut l'applaudir aussi, ça t'arrange pas si on l'applaudit? Ah. Ouais, allez. Merci. Julien, évidemment, là, il n'y a personne. Ah, voilà, merci. Julien applaudit aussi. Merci vraiment beaucoup d'être venu. Merci à Sarah d'avoir permis ta nouvelle merci, responsable, Sarah. nouvelle, Oui, responsable communication, d'avoir permis la rencontre. On est très contents de nous. On est toujours dans les startups, les SaaS, les machins, d'avoir quelqu'un qui fait un vrai métier, de l'industriel ici, un truc un peu sérieux. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes dans le salon. Ça va être une saison incroyable. À plus, portez-vous bien.